Bonjour Antoine Glaser. Vous êtes l'un des spécialistes de l'Afrique reconnus. Pourquoi vous dites aujourd'hui, et c'est le titre du livre que vous publiez, pourquoi vous dites que Emmanuel Macron est tombé ou peut-être va tomber dans une sorte de piège africain? Il est déjà tombé dans le piège africain. Ça veut dire, si on regarde son intervention devant les étudiants burkinabés quand il est arrivé au pouvoir en 2017, et c'est son premier voyage en Afrique, au Burkina Faso, où il leur explique, voilà, moi je suis de la génération Macron, on va tourner la page, on va arrêter de regarder dans le rétroviseur. Et très rapidement, il est rattrapé par la réelle politique. Ça veut dire, il y a tous ces autocrates africains, un certain nombre de dynasties dans le précaré français, et lui dit toujours, moi je dis carrément, moi je n'aime pas l'Afrique francophone, l'ancienne France-Afrique, il faut sortir, il faut aller vers les pays anglophones. Donc là, il se fait piéger sur le continent africain parce qu'il est obligé de plus en plus de pratiquer la réelle politique. Et puis, il va voir aussi, quand il dit aux étudiants burkinabés, mais vous savez, moi je vais m'adresser désormais aux Français d'origine africaine, ça veut dire aux diasporas, en France, et tous les Français d'origine africaine, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de cette nouvelle politique. Sauf que les diasporas, qu'est-ce qu'ils lui répondent? D'abord, très souvent, ce sont des exilés politiques, il ne faut pas oublier, le Congo, Côte d'Ivoire, etc., ou Camerounais, ils disent, mais alors, dites donc, Président, vous dites ça, mais vous soutenez nos autocrates. Donc c'est pour ça que c'est le piège du continent à l'Hexagone, piège en Afrique et piège ici. Parce que justement, c'est le sous-titre d'ailleurs de votre livre, du continent à l'Hexagone. Parce qu'en fait, en quelque sorte, vous dites qu'il y a une politique africaine qui se fait ici, dans l'Hexagone. C'est le choix d'Emmanuel Macron. Il a créé un conseil présidentiel africain. C'est quand même pour la première fois qu'il y a comme ça à l'Élysée, même s'ils sont plutôt installés à l'Agence française de développement, mais un certain nombre de responsables de Français d'origine africaine, mais très souvent, ce sont plutôt des premiers de cordée. Alors que finalement, les diasporas, mais Emmanuel Macron, ça c'est bien, ils sont quand même les derniers de corvée, qui sont plutôt dans les banlieues que dans les beaux quartiers. Donc il se rend compte, c'est comme ça qu'il se fait piéger quelque part. Puis très rapidement, il voit que ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, pour le prochain sommet là, de Montpellier, Société civile diaspora, il a été chercher l'intellectuel qui était le plus critique vis-à-vis de la France, qui est Achille Mbembe, pour organiser un peu des plateaux, un peu comme ça, un peu disruptifs, un peu critiques vis-à-vis de la France. En fait, il essaye d'avoir des sleeping partners qui peuvent très bien pas être si sleeping que ça. Et il est vraiment, vis-à-vis de l'Afrique, il est transgressif, mais dès qu'il y a une aventure, évidemment, quand il y a une histoire comme le Tchad, brusquement, il se retrouve au premier rang avec une image. L'obsèque d'Idriss Déby. Donc là, au fond, d'ailleurs, c'est ce qui a des conséquences très importantes dans le Sahel, parce que le Tchad est au cœur, hein, vous le dites d'ailleurs, vis-à-vis de la déstabilisation de la Libye. Et au fond, qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il ne fait rien faire d'autre. D'ailleurs, il a une marge de manœuvre extrêmement étroite. Bon, à part ça, moi, je serais son conseiller en com. Je n'aurais pas recommandé de se retrouver au premier rang à côté d'Idriss Mahamat Kaka, le fils d'Idriss Déby, et qui est à la tête d'un comité militaire. Et donc, il se retrouve un peu comme on voyait ça. Ça fait un anachronisme historique. On voyait ça du temps du général Eyadema. Vous aviez toujours l'ambassadeur de France qui était à côté du chef et les autres ambassadeurs européens qui étaient au bout de la table. Il y a un côté comme ça où on sent que l'histoire le rattrape et il se rend compte que la France-Afrique, c'est un gros bateau. Ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait tourner la page de la France-Afrique. Ce qu'on appelle la France-Afrique, avec évidemment toutes les critiques qu'on pouvait porter dessus. Alors la France-Afrique, pour moi, c'est pas... Bon, il y a la France-Afrique, des réseaux, des valises de billets entre dirigeants africains et dirigeants français. Mais pour moi, la France-Afrique, c'est une période historique. Ça veut dire 1960, les indépendances, jusqu'à 1990, la chute du mur de Berlin. Pour moi, c'est une période historique avec un système intégré qu'on appelle, pour faire court, la France-Afrique, politique. La France cooptait soit les adjudants-chefs de l'armée française, soit d'anciens ministres qui avaient été en France dans les gouvernements français comme Houphouët-Boigny-Senghor. Politique, militaire, financier avec le CFA qui reste le cordon ombilical. Et donc, c'est un système intégré. À la chute du mur de Berlin, tout le monde a bien vu la réunification de l'Allemagne et ce que c'est la fin des blocs, la fin de la guerre froide, ce que ça avait comme conséquence en Europe. Mais en Afrique, la France a continué à faire comme si elle était chez elle en Afrique, comme s'il n'allait pas y avoir de concurrence. Et l'Afrique s'est totalement mondialisée. La France a perdu ses marchés. Et maintenant, vous avez l'armée française
qui sert de cache-misère à une présence française globalement déshérente sur le continent. L'armée française au Sahel, vous dites c'est un cache-misère de l'absence de la France désormais? Bien sûr, il suffit de regarder, même Emmanuel Macron qui nous a accordé une interview le reconnaît lui-même, il dit on dégringole, il y a des systèmes rentiers de la France en Afrique, il faut renouveler nos élites, renouveler nos entreprises, etc. Sauf qu'encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une question de génération. La France a été chez elle dans ses anciennes colonies pendant une période, il n'y avait pas de concurrence. Moi j'ai connu franchement Abidjan, en 80, il y avait encore 50 000 Français. Vous aviez le ministère du Plan, était surnommé par les Ivoiriens le ministère du Blanc, parce qu'il y avait des assistants techniques à tous les étages. Oui. Donc c'est une période historique, on ne peut pas comme ça prendre l'ardoise magique et dire c'est terminé. Oui, mais là ça l'est d'autant plus, j'allais presque dire aujourd'hui difficile pour la France, c'est qu'au fond vous dites, maintenant il y a la Turquie, même la Russie et surtout la Chine. Et au fond la France là-dedans. La France, quand vous offre, il y a des diplomates européens, ils disent carrément, nous, ça nous arrange, la France fait la sécu, pendant ce temps, nous, on fait le business. Mais effectivement, il n'y a pas simplement les partenaires européens de la France, quand vous avez l'Allemagne qui est passée devant la France comme exportateur vers l'Afrique, mais il y a, quand on dit le monde entier, effectivement, on pense toujours à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a non seulement, il y a la Turquie, puis maintenant, l'Afrique est totalement redevenue géostratégique, ça veut dire les pays du Golfe, dans un pays comme la Libye. Vous dites aussi ça agace Emmanuel Macron. Lui, il pense que tous les sentiments anti-français, c'est financé par les réseaux sociaux turcs ou russes. Comme si les Africains n'étaient pas capables de raisonner eux-mêmes et de critiquer la France. Donc il dit oui, tout ça, c'est financé, c'est Turquie, Russes, ce sont des néocoloniaux, etc. Et puis la France, elle voit ce recroqueville sur l'Afrique de l'Ouest. On voit bien qu'elle a abandonné toute une partie d'Afrique centrale, quand vous voyez qu'en Centrafrique, le proconsul, maintenant, c'est l'ambassadeur de Russie, c'est plus la France, comme à la période de la guerre froide. Donc on voit bien que cette présence de l'armée française dans le Sahel, en fait, ne correspond pas du tout à la vraie diplomatie, la diplomatie d'influence de la France, elle le doit parce qu'elle garde au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est une puissance nucléaire et elle est une puissance africaine. Oui, parce que c'est ce que vous dites. Vous dites, au fond, la puissance diplomatique de la France, c'est sa politique africaine. Bien sûr. Ce qui est inattendu. Oui, c'est inattendu, mais c'est une réalité, franchement. Moi, je ne suis pas une petite souris, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais beaucoup de chefs d'État du monde entier, quand ils parlent à Macron, en dehors, bien sûr, des problèmes européens, des dossiers précis, mais la plupart du temps, c'est de l'Afrique. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des problèmes, on va demander à la France. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette ancienne colonie, comme au Tchad ou ailleurs? Ils demandent à la France. Pourquoi la France garde le poste de secrétaire général adjoint au Conseil de sécurité, aux opérations de maintien de la paix? Eh bien, tout simplement parce que les opérations de maintien de la paix, c'est la France qui prépare les résolutions. Quand il y a les résolutions sur la Côte d'Ivoire, quand la France a finalement, l'armée française a sorti Laurent Gbagbo, tout ça, c'est des résolutions avalisées par les Nations Unies parce que c'est la France qui propose les résolutions. Oui. Alors, il y a deux pays dont vous parlez. Réconciliation tentée par Emmanuel Macron, l'Algérie et le Rwanda. Alors, l'Algérie, évidemment, les propos sur la colonisation, entre guillemets, crime contre l'humanité, mais ça, c'était pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Il ne les réemploie plus cette expression. Et on voit aujourd'hui, là non plus. Là, ça n'a pas l'air de marcher avec l'Algérie. Non, parce qu'évidemment, tout ça, c'est aussi en politique intérieure pour les Algériens. Ils n'ont pas envie de se réconcilier. Ils ont reçu très froidement le rapport Stora. On attend toujours le Stora algérien qui doit fournir les archives algériennes sur cette période. On voit bien que là, il est à contre-courant. Oui. Et pourtant, il a fait des concessions. Il a fait des concessions, oui, mais la consultation d'archives, etc., qui était réclamée. Mais la guerre d'Algérie, compte tenu aussi de la présence en France, les pieds noirs, je veux dire, il y a toute une période historique. Encore une fois, ça ne se décrète pas, ça ne se change pas par un seul rapport et des discours. Quand c'est le Rwanda, c'est différent. Là, par contre, alors, sur le Rwanda, il va aller certainement prochainement là-bas, à Kigali, et là, on dit, il y a peut-être en fait une page qui se tourne. C'est ce qu'il voulait avec le rapport sur le génocide. Parce que c'est vrai que le Rwanda, pour moi, c'était une sorte d'arrogance française, personne n'ose le dire, mais à l'époque, il y a eu un génocide. Mais le Rwanda, à l'époque, en 90 de Mitterrand, c'était totalement sous-traité entre 2-3 personnes.
personne. Et je veux dire, c'était vraiment les politiques qui ont mis l'armée française dans cette situation compliquée, difficile. Une arrogance française de dire les colonisateurs belges sont pas capables de gérer leurs colonies. La France va les protéger parce qu'il y a les anglo-saxons qui arrivent depuis l'Ouganda. Et puis surtout, c'est la Baule, c'est la démocratie. Et à l'Élysée, on nous disait carrément, arrêtez de nous emmerder avec le Rwanda. De toute façon, les Hutus, ils avaient une lecture ethniciste, les Hutus sont 85%, les Tutsis sont 15%, le petit Pierre Habyarimana sera là pour des décennies. C'est le discours qu'on nous tenait à l'époque de Mitterrand à l'Élysée. Donc, encore une fois, c'est un dossier, c'est horrible à dire parce que c'était le génocide, mais c'est un dossier, les autres, tout l'Élysée, le Quai d'Orsay, les diplomates, ils s'occupaient des relations Est-Ouest, ils s'occupaient de la Yougoslavie. Oui, mais là, maintenant, est-ce qu'on peut j'allais dire, tourner cette page et créer une amitié franco-rwandaise? Je veux dire, il souhaite bien du courage à Emmanuel Macron, parce que Paul Kagame, il a déjà dit il a déjà expliqué qu'il n'avait pas besoin de babysitter, lui. L'air de dire, vous avez en Afrique, les présidents d'Afrique francophone, oui, peut-être qu'ils ont encore l'esprit Tour Eiffel, mais moi, j'ai certainement pas l'esprit Tour Eiffel. Donc, Paul Kagame, lui, veut lui-même tirer les ficelles de toute la région. Donc, je veux dire, les rapports sont pas faciles. En plus, Paul Kagame peut pas dire qu'il est vraiment ouvert son pays à la démocratie au Rwanda. Alors, donc, pour Emmanuel Macron, bon, ok, de toute façon, Nicolas Sarkozy avait déjà dit que c'était un aveuglement. Le rapport Duclerc va plus loin en montrant que c'était vraiment les politiques qui ont décidé et pas l'armée. Mais je veux dire, ça reste quand même un problème. Et encore une fois, le Rwanda, c'est pas dans la zone précarée des anciennes colonies françaises. Oui, vous parlez de plein de choses dans ce livre, hein. Antoine Glaser, vous parlez de la restitution évidemment des biens culturels, vous parlez de la diplomatie sportive aussi. Enfin, globalement, on se dit, voilà, c'est un constat que vous faites, mais on sent quand même, et d'ailleurs on le voit dans l'interview que vous publiez d'Emmanuel Macron dans ce livre, une interview exclusive, on voit bien quand même qu'il a une passion. Après l'ENA, il est allé en Afrique, au Nigeria. Il a une passion pour l'Afrique. Ah ben ce qui est fascinant, c'est comment il parle, il rentre dans les détails, etc. Mais il rentre autant dans les détails que quand il s'agit au 21 février avec le G5 Sahel d'expliquer où est Mopti et où est Gao, qu'est-ce que va faire l'armée française, etc. Ça veut dire qu'il est très, très attentif au dossier africain. Merci beaucoup. Le piège africain de Macron, publié chez Fayard. Merci beaucoup, Antoine Glaser, d'avoir été avec nous.